richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. L'alchimie est l'étude des 4 éléments fondamentaux, la terre, l'air, le feu et l'eau, avec pour but la découverte d'une matière première dont toutes les autres seraient dérivées. Cette matière première permettrait la transformation libre de toutes substances les unes vers les autres. Le plomb en or, les déchets en œuvres d'art. Elle devrait rendre possible la guérison de toute maladie et éventuellement donner la vie éternelle. Certains accidents de parcours nous ont amenés à des découvertes. En Chine, de la poudre à canon, et aux États-Unis, du Coca-Cola. Selon la tradition hermétique relative à l'alchimie, les transformations matérielles symbolisent une transformation de l'âme. Elles étaient des métaphores pour le voyage entre la mortalité humaine et l'immortalité divine. La légende grecque de Ganymède est l'illustration parfaite de cette idée. Ganymède, un jeune berger d'une beauté exceptionnelle, est emmené par un aigle au ciel où il sert les dieux en remplissant leur coupe de l'élixir pour la vie éternelle. Bien sûr, Ganymède ne s'en prive pas. Il gagne l'immortalité et reste au paradis comme servant et accessoirement comme amant de Zeus. Une interprétation moderne verrait peut-être Ganymède comme le capitaliste parfait, le rêve américain, celui du self-made man, rags to riches, le clochard céleste. Ganymède n'a rien que sa beauté, et il capitalise dessus pour se trouver parmi les puissants. En clair, il vend son cul pour un meilleur job. Il quitte sa vie tranquille et bucolique pour se mettre au service d'une consommation vorace et sans fin. La constellation Ganymède est généralement connue sous le nom de Verseau. Elle donne son nom à un signe astrologique qui combine l'eau et l'air. Le Verseau verse sur le monde l'eau de la connaissance et de l'esprit. Le Verseau dit « Tous comme un. Je suis solidaire et identique à mes frères. » Verseau est un signe fixe guidé par la planète Uranus qui est mise en correspondance avec les changements brusques. Le paradoxe est donc, par nature, fondamental pour le Verseau. Le signe du Verseau vit pour le progrès, le futur et le groupe. Il symbolise la solidarité, la coopération, mais il tient beaucoup à ses propres singularités et à son indépendance. Il est notamment réfractaire à l'autorité. En anglais, pour dire Verseau, on dit Aquarius. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Il y a des
les bas. Et plus les hauts sont hauts, plus les bas se creusent. Et plus les bas sont bas, plus les hauts sont loin. Et depuis les hauteurs lointaines, on ne voit plus le fond. Et depuis les bas-fonds, on ne voit plus que ça. Vous voulez parler de paradoxe? Vous voulez parler de paradoxe? Vous voulez parler de paradoxe? Les courants acheminent les corps putrides et partiellement dévorés, rejetés par la mer sur les belles plages, ou bien les jours moins cléments, lancés contre les rivages rocheux, jusqu'à ce que leur décomposition soit achevée. Les cris de détresse, de colère, de désespoir, de panique, flottant dans l'air et emmenés par une brise, atteignent une oreille un instant, puis passent leur chemin. « 14 mai 1988, Siwaz Giant, détroit d'Ormuz, 50 000 tonnes. Mai 1988, Barcelona, Iran, 140 000 tonnes. 10 novembre 1988, Odyssée, Océan Atlantique Nord, 1300 km au large du Canada, 132 000 tonnes. 24 mars 1989, Exxon Valdez, baie du Prince William, Alaska. 38 500 tonnes, 1770 km de côte. 19 décembre 1989, Kark 5, 220 km au large de Safi, Maroc. 70 000 tonnes. Entre La 1993 côte au sud de Casablanca et est touchée. 2018, 29 décembre 361 1989, migrants sont Aragon, morts nord de lors de l'archipel leur de voyage de dans Madère, l'Europe. Portugal. On compte à 25 minimum 000 tonnes. 16 860 Porto morts Santo ainsi que plusieurs îles disparus en inhabitées Méditerranée sont touchées depuis 3 semaines 2014. après l'incident. Près de la 6 moitié août des morts 1990, depuis Sea 4 Spirit, dernières détroit de années. Gibraltar, 9 860 tonnes, Il s'agit de la route migratoire Maroc, la plus meurtrière. 60 km de côte, et l'Espagne Les sont chiffres touchés. sont probablement largement sous-estimés. 19 au 28 janvier Le nombre pourrait 1991, être beaucoup plus élevé, guerre du Golfe, puisqu'au fil des ans, terminaux pétroliers, plusieurs Golfe milliers de Persique, personnes seraient environ mortes. 900 laisser 000 de tonnes traces touchent lors de les leur côtes voyage. iraniennes koweïtiennes et Les États ne font 803 aucun km effort de pour côtes recenser et saoudiennes, publier des données importante pollution concernant le corps résiduelle de la zone, agriculture. 12 ans après les événements. 15 février à Par la novembre société 1991, guerre du Une Golfe, majorité des puits de victimes n'est pas pétrole, retrouvée après les Koweït, naufrages. 17,9 millions de tonnes, arrivent sur les plages. plus de 700 La filles sabotées, gestion s'avère dont plus de compliquée. 60 en feu, près En de moyenne, 5% du des sol chers koweïtien pollué par et les déversements ou les nécessite la retombées des documentation. incendies, retombées découvertes jusque Cela dans n'est les fait neiges que de si la l'Himalaya. famille est prête à Les investir la déversements somme continus nécessaire provoquent et à remplir la les formation papiers de plus de administratifs. 300 lacs contenant environ 50 Surtout, millions de barils de pétrole. Il faut que le corps soit 7 identifié. mars 1991, Vistabella, En Turquie et en 20 Grèce, km au avec nord-est de l'arrivée des Nieves, migrants mer et des la quantité Caraïbes. inédite de 2000 corps tonnes, qui séjournent 5 sur les pays plages, touchés.
11 avril autorités locales n'arrivent pas à 1991, donner un compte avant, précis au large de Gênes, terme. Italie, 145 500 tonnes, Des 5 morts, sites à pollution sur les côtes en italiennes Tunisie et en françaises. Espagne. 28 mai En 1991, Libye, ABT ce sont Summer, des fausses océan Atlantique Sud, En 1300 km au large de l'Angola, Les autorités 260 000 sont débordées tonnes. et les 28 mai cadavres 1991, sont souvent ABT traités Summer, océan comme des Atlantique, déchets. 1300 km au large de l'Angola, 260 000 tonnes. 3 décembre 1992, Agency, entrée du port de la Colonne, Espagne, 74 000 tonnes. 3000 km de côtes polluées. 2 mars 1992, puits de pétrole, vallée de Fergana, 285 000 tonnes. 19 avril 1992, Katina P, devant Maputo, Mozambique, 72 000 tonnes. Côte mozambicaine polluée. 5 janvier 1993, Bréer, sud des îles Shetland, Royaume-Uni, 85 200 tonnes. Janvier à juin 1993, puits de stockage Sovo, Angola, 55 000 tonnes. 31 mars 1994, Sekfi, Benouna, Émirat Fujairah, Golfe d'Oman, 15 900 tonnes. Plusieurs plages touchées. 25 octobre 1994, Oléoduc Karyaga, Oussik, près de Oussik, Russie, 104 400 tonnes. 15 février 1996, Sydney Press, Clifford Haven, Pays de Galles, 72 160 tonnes. 200 km de côte touchée. 2 janvier 1997, Nagotka, préfecture de Shimono, Japon, 6240 tonnes. Un mort, important impact environnemental sur les côtes. 8 février 1997, San Roque, au large de Punta del Este, Uruguay. 6 000 tonnes, 25 km de côte autour de Punta del Este, ainsi que l'île aux touchées. 2 juillet 1997, Diamond Trace, baie de Tokyo, 1300 tonnes. 15 octobre 1997, Evakos au rapin global, détroit de Saint-Bernard, 28 500 tonnes. 18 décembre 1999, Erika, golfe de Gascogne au large de la Bretagne, France, 19 800 tonnes, 400 km de côte, de 5 départements souillés. 15 au 20 mars 2001, plateforme pétrolière P36, à Via de Campos au large de Rio de Janeiro, Brésil. 300 000 litres plus 1 200 000 litres de gazole. 11 morts. 13 novembre 2002, Prestige, au large du Cap Finistère, Espagne, 63 000 tonnes, environ 1900 km de côte portugaise, espagnole et française sont touchées. 27 juillet 2003, Tasman Spirit, au large de Karachi, Pakistan, 30 000 tonnes, quelques plages polluées. 13 au 15 juillet 2006, réserve nationale de pétrole, Djiliyeh, 30 km au sud de Beyrouth, Liban, 10 à 15 000 tonnes, 150 km de côte souillée. 11 avril 2006, MT Solar 1, au large de l'île de Guadamares, Philippines, 800 tonnes. Un mort, un disparu. Grave pollution environnementale de 235 km de côte de l'île en partie composée de mangroves. 11 novembre 2007, Volgonev 139, détroit de Kerch, Ukraine, 1300 tonnes. Côte du détroit souillée. 7 décembre 2007, Ebei Spirit, Corée du Sud, 10 500 tonnes. 160 km de côte polluée jusqu'à 375 km du site de l'incident. 20 avril, à mi-juillet 2010, plateforme pétrolière Deepwater Horizon, Golfe du Mexique, 80 km au large de la Louisiane, États-Unis, 4 900 000 barils. 11 personnes portées disparues, 17 blessés, littoraux de la Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama et de la Floride polluée. 25 mai 2010,
pétrolier Bongkang de Lana 3, détroit de Singapour, 2500 tonnes, 7 km de côte souillée à Singapour, 16 juillet 2010, au 18 juillet, 2 éléoducs, Dalian, Chine, 1500 tonnes de nappes de 50 km² et 183 km² observés le 19 juillet en mer Jaune. Octobre 2011, porte-conteneur Rena, Bay of Plenty, Nouvelle-Zélande, 1700 tonnes. 4 février 2012, oléoduc, rivière Guarapiche, Venezuela, 80 000 barils. 27 juillet 2013, oléoduc, île de Ko, golfe de Thaïlande, 50 000 litres. 26 mai 2014, oléoduc, parc régional des Seine-Maritime, France, 3000 mètres cubes mélangés avec de l'eau. 6 janvier 2018, Empty Sanchi, mer de Chine orientale, 136 000 tonnes, nappe de 332 km², observée le 21 janvier au large du Japon. 12 mars 2019, Grande America, côte atlantique française, 100 tonnes d'acide chlorhydrique, 70 tonnes d'acide sulfurique, 2200 tonnes de fioul lourd, 190 tonnes de marine gasoil, 70 000 litres d'huile. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. La catastrophe de l'Erika fin 1999 a offert au grand public une ouverture sur le monde de la complaisance et des paradis fiscaux, et sur le petit monde des armateurs millionnaires peu enclins à débourser le moindre centime. Il a été révélé comment ces pavillons de complaisance se sont implantés, souvent avec l'aval des pays développés. Le Libéria, Malte, Bermude et Panama ne sont que les plus médiatisés de ces pays sans loi, sans couverture juridique ni fiscale. La complaisance est aujourd'hui un moyen sûr de rentabiliser son navire avec des coûts fiscaux bien moins importants, une déréglementation du travail qui permet aux esclavagistes de recruter dans des pays pauvres de bons employés pour un travail de titan et une paye de misère. C'est également un moyen de faire circuler des épaves flottantes que beaucoup n'accepteraient pas, utilisant les bateaux jusqu'au naufrage, ce qui finit par créer une flotte de papis pétroliers de 20 ans de moyenne d'âge. Bien sûr, le plus grand avantage reste de pouvoir se déresponsabiliser en créant une société par navire qui rend le propriétaire insolvable en cas de naufrage, et la création de multiples sociétés écrans à l'image des circuits mafieux dont l'unique but est de créer un voile sur les transactions financières entre les parties. Après la crise pétrolière de 1976 et 1980, les compagnies se sont mises à sous-traiter le transport. Elles se sont débarrassées de leur flotte en vendant leurs navires aux armateurs indépendants. Du coup, elles ont gardé le contrôle de la part la plus lucrative de l'activité, les gisements et le raffinage, et se sont déresponsabilisées de tout le reste. Le pétrole est ensuite confié à l'armateur, le moins cher, concurrence oblige, en dépit des risques que cela implique. La responsabilité repose sur eux seuls en cas de marée noire, comme dans le cas de l'Erika, où Total a affirmé après le naufrage qu'il incombait à l'armateur seul de rembourser tous les dommages. Le système ne peut pas changer, car c'est un cycle où l'unique mot d'ordre est faire des bénéfices. Que ce soit l'armateur qui brade son bateau pour vivre, que ce soit les organismes de classification qui cherchent à avoir des clients, que ce soit les compagnies pétrolières qui n'échappent pas à cette règle, ou bien tout simplement l'État qui, en taxant sévèrement le carburant, s'assure des recettes qui lui permettent de redistribuer ailleurs. Il n'y a pas de solution, car le système tourne
à vide. L'État ne peut se passer de ces taxes. Les compagnies veulent écraser leurs concurrents pour assurer leur survie. Elles n'ont pas d'autre choix que de vendre du pétrole, sinon d'autres prendront leur place. Et les armateurs doivent avoir des bateaux pour transporter ce pétrole. Alors, on nous dit qu'il est impossible de fermer les pavillons de complaisance et d'acheter des bateaux neufs et plus sûrs. Alors d'une part, il faudrait les construire, ces bateaux providentiels. D'autre part, ce ne serait que déplacer le problème d'une dizaine d'années. Les doubles coques ne sont pas à la parade. Un double coque mal entretenu n'est pas meilleur qu'un simple coq. Actuellement, ils sont neufs et beaux, mais ils peuvent devenir explosifs au bout de 15 ans. La solution la plus responsable serait de démanteler ces bateaux au bout de 10 ans et de systématiquement les remplacer par de nouveaux. Mais cela a un coût élevé et personne n'en parle. Mange ton poing et garde l'autre pour demain. Bouddha nous dit, il y a plus de larmes versées sur la terre que d'eau dans l'océan. Judas est à mi-chemin. Et Jacob dans le trou. Le singe grimpe l'échelle. Le diable lève sa pelle. Le charbon chauffe la bouche. Les corbeaux comme les avions. Le lion a 3 têtes. Et quelqu'un aura sa peau. La mer crache du gluant. L'air se coupe au couteau. Et la terre meurt hurlant. La terre meurt hurlant.
L'enfer ne veut pas de nous. Et le paradis est plein. Nous sommes partis pour une longue nuit. On baisera tout ce qui bouge. On aura du rouge à boire. On en gorge en 2 ou 3. Ce sera la grande partouze. Ne crains rien. Loin de tout ennui. On finira tous violés par les vers. Une extase de folie, mais après les fourmis, il ne restera rien que les os. Il grondait du tonnerre, il tombait de la foudre. Les étoiles se sont éteintes et la lune est tombée du ciel. Il pleuvait du poisson, il pleuvait du requin. Trop tard, on demande de grâce. Ils sont là, putain, pucelle. Prépare-toi pour la face à face. À faire remarquer le dauphin et les sauterelles prennent les cieux. C'est le jour de la grande colère. On ne trouve nulle part de héros. La terre meurt hurlant. Mais qu'est-ce que ça vaut? « 2 décembre 1984. Bhopal. Je me suis réveillée en toussant. Il y avait une sorte de lumière et ma chambre était emplie d'un nuage blanc. J'ai entendu une foule de gens qui criaient « Courez, courez !» Mes yeux brûlaient. À chaque souffle, c'était comme aspirer du feu. Mon bébé toussait. Toute la famille toussait et gémissait. La maison entière était envahie d'un nuage blanc. Nous avons quitté la maison. Je portais mon fils et je tenais la main de ma fille. Ma belle-sœur portait ses 2 enfants. Et mon beau-père son petit-fils, qui avait 5 ans. Nous sommes partis en chemise de nuit, rien d'autre. Il faisait froid, mais on ne sentait pas. Nous n'avons même pas fermé la maison. Il fallait partir, peu importait le reste. Dehors, dans notre petite ruelle, on pouvait voir que du monde était passé par là. Des chaussures, des chaussons et des habits de toutes sortes jonchaient le sol. Un nuage blanc enveloppait tout, tellement épais que les réverbères étaient juste de petits points de lumière. Nos yeux brûlaient et on voyait à peine. Plus loin, la famille a été séparée par la foule en débandade. Partout, les gens couraient, appelaient à l'aide, vomissaient, étouffaient, en convulsions violentes par terre, avec une mousse qui sortait de la bouche. Beaucoup s'effondraient en courant. Ils tombaient,
le monde cherchait une seule chose, se sauver. Ils couraient. Ceux qui tombaient étaient laissés pour morts. Il y en avait toujours plus qui tombaient et qui se faisaient piétiner par les autres dans leur hâte. Les gens grimpaient les uns sur les autres dans leur empressement pour fuir. Même les vaches couraient, écrasant les gens sur leur passage. Mon fils était inconscient. Ma fille se tenait à ma chemise de nuit. Elle ne l'a pas lâchée un seul instant. Nous avons continué comme ça encore 500 mètres. Les enfants me vomissaient dessus. On avait une seule pensée, atteindre l'hôpital. À un carrefour, nous sommes tombés et nous sommes restés à terre un moment. J'étais enceinte de 2 mois à l'époque et j'ai fait une fausse couche, là, au milieu de la rue. Mon corps était couvert de sang. J'en avais partout. Puis, j'ai perdu le contrôle de mes intestins. Les selles me coulaient sur les jambes, se mélangeant au sang. Nous n'arrivions pas à nous parler. On se voyait à peine tellement nos yeux nous brûlaient, mais chacun se demandait qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça, d'où ça vient. Nous avons compris que nous ne pouvions pas rester là par terre, sinon nous allions mourir. Autour de nous, il y en avait tant d'autres pour qui c'était déjà fini. Des camions débordant de gens passaient de temps en temps. Après avoir trébuché encore 500 mètres, on a réussi à monter dans un véhicule qui allait très lentement dans la pente et qui était déjà bondé. J'étais couverte de mon propre sang, de mes selles et du vomi de mes enfants. Je suis tombée sur les genoux d'un homme et je n'ai plus bougé. En haut de la colline, le camion s'est arrêté. Il s'est écroulé car il y avait trop de monde dedans. Nous avons continué à pied et nous sommes arrivés à l'hôpital vers 2h30 du matin. Mon fils était inconscient et ma fille se tenait toujours à ma chemise de nuit. À l'hôpital, il n'y avait personne pour m'aider. Alors nous sommes allés en direction du parc, car tout le monde allait dans ce sens. Dans la rue, il y avait tellement de morts qu'il n'y avait pas d'autre choix que de marcher dessus. Le parc était plein de corps allongés par terre. Les habitants des maisons voisines sortaient leurs couettes et leurs couvertures pour aider les victimes. Je me suis effondrée sur un tas de feuilles mortes à côté de poubelles et j'ai perdu connaissance. J'ai un vague souvenir des hommes qui sont venus, m'ont soulevé, m'ont emmené dans un coin plus agréable et m'ont enveloppé dans une couette. Nous sommes longtemps restés allongés là, puis nous avons entendu une voix dans un haut-parleur qui tournait dans une Jeep. Nous avons maîtrisé une fuite de gaz dans l'usine de Union Carbide. Rentrez chez vous. C'était le lever du jour. Un homme d'environ 35 ans nous a emmenés chez lui. Nos yeux étaient fermés et tout gonflés. On avait l'impression d'être étranglés tellement on avait du mal à respirer. Cet homme m'a donné de l'eau pour me laver et des vêtements pour m'habiller. Il nous a fait du thé, mais nous ne pouvions pas boire, tant nos gorges nous brûlaient. Bientôt il a fait jour, mais on voyait si mal que nous ne pouvions rien faire. L'homme et son fils, un adolescent, nous ont donné une bouteille d'eau et ils nous ont guidés jusqu'à chez nous. Alors, la nuit de terreur s'est terminée. Mais aucun d'entre nous ne pouvait imaginer ce qui allait venir. Chez nous, tous les arbres avaient perdu leurs feuilles et avaient l'air brûlés. Le lait avait tourné au vert pâle. Et toute la nourriture de la maison a dû être jetée. Jamais nous n'aurions pu imaginer que nous n'aurions aucune aide, ni de Union Carbide, ni du gouvernement, ni de personne, que l'entreprise ne serait pas punie et que nous serions laissés pour compte. L'usine a simplement abandonné les déchets toxiques, se sont infiltrés dans le sol, ont atteint la nappe phréatique
et nous a empoisonné les années qui ont suivi. Cette nuit était terminée, mais c'était l'aube de mort et de souffrance sans fin. Ceux qui sont morts cette nuit-là ont été les plus chanceux. When is it time to end the fairy tale? When is it time for the train to derail? When is it time to stop being strong alone? When is it time to throw the first stone? How long before we sing another song? How long before we overturn the throne? Don't tell me that you won't change. Just tell me that you make change. Lost our events. Doggy dog and no descent. Lost. Don't tell me that you won't change. Just tell me that you make change. Lost our events. Blood and fire and no defense. Lost. Ne pas désespérer, même quand le ciel bat, comme un orage de tôle sur ta petite tête.